Vous avez donc sur la page, sur cette page overview, un peu le concept du système de stockage d'énergie par air comprimé qu'on développe. Donc, vous avez le cœur de la solution ici, donc, qui est appelé Smart and Efficient Energy Conversion. Donc, c'est la partie qui assure la conversion d'énergie, donc qui va transformer l'électricité en air comprimé. Donc, pendant, on va dire, le stockage, on peut avoir l'électricité qui vient de différentes sources qui va alimenter la machine et comme ça, donc, on peut aspirer l'air ambiant qu'on va comprimer et qu'on va stocker dans des réservoirs haute pression. Voilà. Pendant cette phase de compression, on génère forcément de la chaleur. Donc, nous, ce qu'on va faire pour améliorer l'efficacité, donc c'est, vous voyez, dans le système, on a un réservoir d'eau. Donc, l'eau est utilisée à l'intérieur du système pour refroidir l'air pendant la compression, mais on ne peut pas éviter complètement. Donc, on va avoir de la chaleur résiduelle qu'on peut exporter pour faire du chauffage dans différents types d'applications. Ou, à l'inverse, le système peut également, si on a du froid, donc si on a du froid résiduel, on peut absorber du froid pour éviter de générer la chaleur et arriver au même résultat de compression qui est quasi isotherme. Donc, pour faire comprimer de l'air efficacement, il faut faire la compression quasi isotherme. Donc, c'est ce on va faire et puis on va stocker l'air. Alors, quand on a besoin maintenant d'électricité, le système, c'est le même système, donc fait à l'inverse. Ça veut dire que l'air, donc c'est le chemin de décharge, l'air part des réservoirs à haute pression et revient dans le système qui, lui, va le transformer en électricité pour alimenter différentes charges. Alors, pendant cette phase, donc, l'air va se refroidir. Donc, l'air est détendu puis rejeté dans l'environnement. Donc, dans l'environnement. Donc, l'air va avoir tendance à se refroidir. Alors, on peut faire deux choses. Soit on a de la chaleur résiduelle qu'on va absorber pour réchauffer l'air et éviter qu'il se refroidisse et donc rester quasiment à température constante. Et ça va nous permettre de générer plus d'électricité avec la même quantité d'air. Ou alors, si on n'a pas de chaleur résiduelle, on peut produire du froid pour faire de la climatisation. Voilà. Donc, ce schéma un peu résume un tout petit peu toutes les synergies possibles qu'on fait avec ce système. Au plus chaud, donc vous arrivez à quelle température? Au plus froid, vous arrivez à quelle température? Alors, au plus chaud, on est plutôt dans les 60 degrés. 60 degrés. Et au plus froid, si on ne réchauffe pas, oui, l'air pendant la détente, on va être autour des moins 20 degrés au plus. D'accord. Donc, on peut ça, imaginer que ça sert à la climatisation ou au chauffage des... Tout à fait. Donc, on garde ça dans des plages qui peuvent nous permettre d'être directement utilisés. Donc, ça, c'est la partie isotherme que nous avons. Parce qu'il y a d'autres approches où on va comprimer de l'air. Avec des compresseurs classiques, on va avoir des températures de 600 degrés voilà, qu'il faut stocker. Et là, il faut stocker. Et ensuite, on va réutiliser cette chaleur-là pendant la décharge. Donc, ça demande un stockeur thermique. Nous ne voulons pas avoir un stockeur thermique ou alors on veut stocker dans des applications résiduelles ou bien dans l'ambiance. Donc, nous, on a besoin d'avoir des bons échanges thermiques. Alors que le système adiabatique, où on comprime l'air avec des modes de compresseurs classiques et donc où on atteint des températures de plusieurs centaines de degrés, ce système a besoin d'avoir une bonne isolation thermique parce qu'il faut stocker la chaleur pour pouvoir les réutiliser et avoir un bon rendement. Donc, ce n'est pas l'approche que nous avons. Voilà. Donc, vous avez un peu ici un résumé, un schéma qui résume un peu le système, la partie conversion, ce qu'il y a dans la partie conversion, donc dans le cœur de la partie conversion. Donc, vous avez une partie qui s'occupe du management électrique, tout ce qui gère qui conditionne l'énergie électrique. On peut avoir plusieurs sources, plusieurs charges. Donc, ça, c'est de l'électronique de puissance, on est aussi électricien
de formation. Et donc, l'excès va être utilisé pour entraîner un moteur générateur. Le moteur générateur va entraîner un moteur compresseur, le 1C. Et donc, ce moteur compresseur-là va soit aspirer de l'air, le comprimer et le stocker pendant le stockage, soit décomprimer de l'air pendant le déstockage. Et vous voyez, donc, ce moteur compresseur, il a un échangeur intégré. Donc, on a un réservoir et un échangeur intégré. Et puis, on a des échangeurs intermédiaires à la fois sur les circuits d'air et d'eau pour pouvoir récupérer ou apporter l'excédent de chaleur pour que le système soit globalement à température quasiment constante. Donc, vous régulez en permanence la température pour éviter les déperditions d'énergie. Absolument. Donc, on contrôle en permanence, on maîtrise tout le phénomène thermique pour pouvoir valoriser au maximum l'énergie thermique qu'il y a dans le système, que ce soit le chaud ou le froid. Donc, vous avez une entrée-sortie de chaud et une entrée-sortie de froid. D'accord. Donc, il va nous permettre aussi d'avoir une solution qu'on peut facilement adapter dans différents contextes d'application. Il y aura des contextes où on va avoir que la possibilité de valoriser le froid, des contextes où on va avoir que la possibilité de valoriser le chaud, ou des contextes comme par exemple une ferme laitière où on peut valoriser à la fois le chaud et le froid. D'accord. Donc, on a cette possibilité-là. Ça, on explique un peu le principe, comment ça marche. Donc, pendant le stockage, on explique un peu les différents flux. Donc, l'électricité entre, l'air également entre. Alors, on peut soit le pré-refroidir avant de le comprimer pour minimiser la température, ou alors, si il n'y a pas cet échange, ben, il va être chaud à la sortie du compresseur et on va extraire cette chaleur qu'on va utiliser pour des applications thermiques, d'eau chaude, de conditionnement, etc. Et puis pendant la décharge, c'est l'inverse. Donc l'air vient du réservoir, passe dans le moteur compresseur qui est détendu. Donc lui, il entraîne ensuite le moteur électrique en générateur et on fait l'électricité. Et pendant cette phase-là, on peut importer de la chaleur, ça peut être du ballon d'eau chaude. Donc, on travaille à des basses températures, c'est 60 degrés par là au moins. Donc, on va utiliser pour préchauffer l'air et éviter qu'il se refroidisse trop, donc, et produire plus d'électricité avec cette même quantité d'air. Ou alors, si on n'a pas de chaleur, on peut générer du froid pour la climatisation. Et ensuite, l'électricité, on l'utilise pour alimenter les différentes applications. Mais ce n'est pas deux systèmes, hein, c'est le même qui fonctionne. Donc, voilà. Est-ce que, à votre connaissance, il existe un moyen de compresser l'air de manière mécanique sans passer par l'électrique, puisque là, j'ai bien vu qu'il y avait un moteur électrique qui permettait de compresser l'air. Mais est-ce qu'il existe, par exemple, une éolienne ou une hydrolienne qui mécaniquement compresserait de l'air, à votre connaissance? Est-ce que ça existe? Alors, vous voyez qu'ici, donc, entre le moteur électrique et le moteur compresseur, on a un arbre mécanique. On pourrait utiliser n'importe quelle source d'énergie mécanique directement sur le compresseur à la place. Donc là, on le fait parce que la source d'énergie primaire, elle est électrique. Mais si on a une source d'énergie mécanique, donc par exemple là, il y a des gens qui nous ont proposé par exemple de faire du stockage de l'hydraulique sur le fil de l'eau. Oui. Voilà. Et donc là, directement, c'est mettre une turbine qui est directement rattachée au compresseur pour comprimer l'air. Donc, c'est tout à fait possible dans ce système puisqu'on a une entrée-sortie mécanique. D'accord. Voilà. Et donc, on pourrait effectivement soit l'utiliser directement si on a besoin du mécanique, ou alors, si on a une source qui est plutôt de nature électrique, comme c'est ce qui est supposé ici, ben on peut utiliser effectivement un moteur générateur pour passer de l'électrique au mécanique. Si je suis dans une zone où il y a souvent du vent, et que j'ai une éolienne, par exemple, à axe vertical, vous voyez ce que c'est, hein, c'est pas celle qu'on voit dans les champs, là, les immenses. Oui, je connais les éoliennes à axe vertical, oui. Là, on peut donc utiliser le système et ça stockera donc de l'air comprimé que je pourrai ensuite libérer pour faire à la fois donc air chaud, air froid, plus électricité. Oui, donc on peut effectivement coupler directement ici l'arbre d'une éolienne, moyennant quelques adaptations pour être… voilà.
pour être dans les mêmes régimes de vitesse. Donc, c'est une possibilité. Il faut regarder euh, si mécaniquement on est assez compatible ou pas. Ça peut être toujours intéressant plutôt de passer par, euh, euh, par l'électrique pour avoir plus de flexibilité et plus d'efficacité. Mais c'est tout à fait possible. Il y a une sortie mécanique dans le système. OK, très bien. Donc, on peut avoir une entrée-sortie mécanique d'énergie. On a une entrée-sortie mécanique. On peut décider de coupler ça directement à quelque chose de mécanique. OK. Voilà. Donc, voilà, on a deux technologies de base, mais je ne sais pas si ça c'est utile. Donc, on a développé deux éléments de base pour faire ça, deux modules de base. C'est ce que nous on appelle donc des scrolls. Ça, c'est la quatrième génération de prototype scroll que vous voyez là. Donc, le scroll, c'est un compresseur spiral qui comprime de l'air. Donc, on a deux briques technologiques pour faire cette compression de l'atmosphère à des pressions élevées, parce qu'on est quand même dans les 200 bars et plus. Hein, parce qu'il faut aller à des pressions élevées pour avoir une densité d'énergie qui soit intéressante. Sinon, on va faire des systèmes très volumineux. Donc, il y a une petite animation ici qui montre comment fonctionne un scroll. Donc, c'est deux spirales qui tournent. Et puis, voilà, l'une dans l'autre. Et puis, quand elles tournent, elles aspirent l'air. En compresseur, elles aspirent l'air vers la périphérie. Et puis, elles ramènent l'air vers le centre. Donc, on voit que les volumes diminuent au fur et à mesure qu'on va vers le centre. Donc, et là, voilà, on évacue l'air. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en mode compresseur ou pour le stockage. Et en mode moteur, c'est l'inverse. Donc, on tourne dans l'autre sens. Et l'air, haute pression, entre par le centre et sort par l'extérieur. Et nous, on injecte de l'eau. Donc, on n'a pas ça. Donc, on injecte de l'eau dans ces chambres-là pendant la compression et la détente pour comprimer l'air et le maintenir à des températures quasiment distantes. Pour la partie haute pression, donc avec le scroll, on comprime de l'air jusqu'à une pression intermédiaire et après on passe au piston liquide. Et là, on a des chambres, hein, donc ça c'est ce cylindre où on remplit d'air et puis on pompe de l'eau pour comprimer. Et là, il y a un échangeur qui offre une grande surface d'échange avec l'air, parce que c'est ça, l'air est mauvais conducteur thermique. Donc, il faut une bonne surface d'échange pour pouvoir faire. Et donc, ça, on ne peut le faire que parce qu'on utilise l'eau comme piston, hein, qui peut monter et descendre. Donc, l'eau fait piston dans cette partie-là. Et là, on a mis, par exemple, un système mécanique classique de compresseur. Hein, et on voit la différence au niveau des températures, au niveau des... Oui, l'écart de température, oui. Voilà, qui est très important et qui fait que c'est l'intérêt d'utiliser le piston liquide. Donc, si on regarde un peu au niveau au niveau du produit, ce que nous on fait, c'est on développe de types, hein, on développe deux produits. Donc là, on a la vue générale de la solution, donc le système de conversion qui est le 1, voilà, le système de stockage final qui est le 3B, un stockage intermédiaire en fait qui fait tampon entre la partie basse pression et la partie haute pression, et puis le réservoir d'eau qui est 2. Donc ça donne une architecture globale du système. Et là, on a notre prototype pré-commercial, donc on a maintenant qu'on teste, qu'on optimise, qui est déjà à taille réelle, ça c'est 25 kW. Donc on est en train d'industrialiser ce système-là pour avoir cette... Donc 25 kW, ça permet d'alimenter quoi, pour ceux qui connaissent pas? Une petite maison Non, plutôt un immeuble de 4-5 appartements. Parce qu'une maison, c'est moins de 5 kilowatts en termes de puissance. Donc 25 kilowatts, c'est quand même déjà un immeuble. Donc on est déjà sur donc une solution qui permet d'alimenter un immeuble en électricité et aussi en air chaud, air froid ou juste l'électricité là? Donc ça, c'est l'électricité et qui va permettre, par exemple, de faire du préchauffage d'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc ce n'est pas de l'air. L'air est toujours à température ambiante. C'est pas on évite que l'air s'échauffe. Donc on va comprimer de l'air et en fait les échangeurs qu'on a vus
ils permettent d'extraire la chaleur ou le froid de l'air pour garder l'air. Et ces échangeurs permettent d'extraire la chaleur ou le froid de l'air, de telle sorte que l'air dans le réservoir 3 ou l'air ambiant, c'est toujours à la température ambiante. Et donc, on va extraire la chaleur ou le froid qu'on va utiliser. C'est la chaleur ou le froid qu'on va utiliser. Donc, on va faire de l'air, on va produire du froid ou bien de la chaleur résiduelle et on va faire de l'électricité. Mais donc, on n'a pas d'utilisation, par exemple, sur l'exemple d'avant, de l'air ou de chaud ou froid pour le bâtiment lui-même. Que... Si. Si. Donc là, ce système, il est intégré dans le... Il est intégré là-dedans. Donc, les échangeurs de chaleur sont intégrés là-dedans. Donc, derrière cette machine, on a le raccordement pour l'eau chaude ou froide. Et puis, on a le raccordement pour l'air et on a le raccordement pour l'électricité. Vous voyez? Donc, la machine est là et puis on a le raccordement pour faire de l'eau chaude, on a le raccordement pour le froid, on a le raccordement pour l'électricité en sortie et puis on a le raccordement pour l'électricité en entrée. Donc, tout est intégré dans la machine. Bon, ben c'est super parce que nous, sur Existence B, donc les 50 foyers qu'on veut faire vivre une autre vie plus éco-régénérative, donc l'Existence B, les bâtiments doivent être ultra bien isolés. C'est pour ça qu'on passe par le chanvre. Hein. Le chanvre est l'un des meilleurs isolants au monde. Et en fin de compte, on n'a quasiment plus besoin de chauffer ou de refroidir. Donc là, avec une solution comme la vôtre, on peut imaginer beaucoup plus de logements qui bénéficieraient de cette technologie, au moins en tout cas pour l'électricité. Parce qu'après, j'imagine que plus on met de la distance de tuyaux, plus on a de déperdition. C'est-à-dire que, imaginons un pâté de maison, au bout d'un moment, ça peut peut-être être difficile d'avoir de l'air chaud ou de l'air froid quand on est la dernière maison à 150 mètres ou 200 mètres, non? Alors, donc, on peut avoir un système de chauffage ou bien à distance. Donc, je pense que voilà, pour conduire de l'eau chaude ou froide, je ne pense pas que ça demande énormément d'énergie. Donc, on peut avoir le système qui est centralisé et ensuite, on a des raccordements pour l'eau chaude et pour l'électricité, qui sont des éléments qui peuvent se faire sans trop de pertes pour aller chauffer individuellement. Donc, on fait un petit réseau. Donc, c'est ce qu'on voit un peu là dans la partie... Ouais. Voilà. Voilà. Donc, là, on peut avoir le système de chauffage en district ou bien de refroidissement en district. Hein. Donc, des petits réseaux de chauffage ou bien de refroidissement auxquels on vient coupler le système pour faire ces échanges de chaleur ou de froid. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est aussi possible. Donc là, avec votre solution, quoi qu'il en soit, on supprime le problème des intermittences. Voilà. Oui, ça, c'est le but. Hein. C'est avoir le stockage donc pour pouvoir fournir l'électricité à la demande, l'électricité renouvelable à la demande. C'est le but du stockage. D'accord. Alors là, je vais parler un peu géopolitique, mais pour le coup, on a bien vu que le problème des terres rares, c'était de plus en plus criant. Hein. Il y a des menaces de la Chine, par exemple, de limiter l'exportation de terres rares, elle qui les possède à 99%. Et donc, pour autant, beaucoup des nouvelles technologies dépendent de ces terres rares. Alors, ma question, un peu géopolitique, c'est est-ce que la solution que vous offrez là aujourd'hui, on peut faire ça avec énormément de matériel qu'on trouve en local. C'est-à-dire que là, il y a quoi? Il y a des bouteilles. Alors, oui, la grande partie de la solution, je dirais 95%, c'est du métal, c'est de l'acier, de l'aluminium, voilà, c'est ça. Et puis, donc, pour le moment, on a de la tuyauterie basse pression qui est
en PVC, donc pour les parties basse pression qui représentent, je dirais, quelques kilogrammes. Et puis, on a de l'électronique de puissance pour le contrôle, la conversion. Mais 95% de matière dans le système, c'est de l'acier, c'est du métal, différents types d'acier. OK. Donc, ça, c'est intéressant dans cette vision-là. Il n'y a pas de. Voilà, absolument. Donc, ça, c'est très important pour nous hein, dès le départ. Il n'y a pas de matériaux, ou bien il n'y a pas de technologie rare, ou bien de matériaux rares. Non. Il y a, certaines pièces où on fait un peu du coating, où on fait du coating en téflon. Voilà. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de pièces rares. Donc, rien qu'on ne pourrait pas trouver en Europe, en tout cas. Voilà, le taux de recyclage est donc forcément très élevé. C'est ce qui nous intéresse à Existence V. Vous parliez tout à l'heure des fermes notamment pour les vaches, hein, c'est ça? Oui. Il y a une application particulière avec votre solution. Oui, donc une ferme laitière, une ferme a besoin de chauffer de l'eau pour nettoyer les machines à traire et a besoin de refroidir rapidement le lait après la traite. Donc, je dirais que dans une ferme, 60% de l'électricité, 60% de l'énergie consommée, c'est soit pour faire du froid, soit pour faire de la chaleur. Il y a peut-être que 20%, oui, 20% c'est pour la machine à traire, donc ce qui est en fait une pompe à vide. Voilà. 10% c'est pour l'éclairage, mais à peu près 30% c'est pour chauffer de l'eau, et puis 40% c'est pour faire des. Donc le potentiel de valorisation du froid et de la chaleur résiduelle de notre système pendant le stockage, il est très intéressant. En plus, dans une ferme qui est alimentée par le solaire, il y a un décalage entre les moments où on a besoin d'énergie et la production photovoltaïque. C'est-à-dire qu'en général, ils vont faire la traite tôt le matin et puis le soir. Or, la production photovoltaïque, elle est maximale au milieu de la journée. Donc, il est vraiment indispensable de stocker. Et les moments où on a besoin de chaleur correspondent effectivement au moment où on a besoin aussi, où on stocke. Donc, il y a une très bonne synchronisation, en fait, entre les profils de charge de la ferme et les profils de fonctionnement du système. Et ce qui permet de valoriser énormément toutes les formes d'énergie qui sont dans le système et d'avoir un rendement énergétique qui est très élevé. Super. Bon. Où est-ce qu'on peut voir le démonstrateur fonctionner? Alors, le prototype, on peut le voir en Suisse. Donc là, on travaille avec nos partenaires. Donc là, on a un module qui est à l'École d'ingénieurs de Genève. Et nous sommes justement en train de chercher un local. Donc, on cherche du financement parce qu'il nous faut maintenant passer. Pour le moment, on était dans les labos des universités, de l'EPFL, de l'École d'ingénieurs de Genève. Et là, on a besoin vraiment de passer sur un local industriel. Donc, on espère que d'ici 3 mois, on aura déménagé tout le système, tout le truc dans un local industriel où on a les conditions pour assembler, pour tester, pour commencer à produire nos pilotes. Bon, écoutez, c'est un message qu'on va faire passer, monsieur Lemofouette. Je vous remercie. Donc, ce sera en tout cas un plaisir si on a notre solution qui est intégrée dans ce beau projet d'existence B. Il y a une grande compatibilité avec nos propres valeurs et nous serons très honorés de faire partie de cette expérience-là.